Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir, bienvenue à ce 20h dans Voici le sommaire. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption ne compte pas rester indifférent aux déclarations de l'ancien ministre Akpona. Une commission de vérification des projets dans la ville de Parakou a été mise en place. Vous écouterez dans ce journal Étienne Badou, l'un des responsables du HCPC. Ouverture hier du procès de l'opposant Julien Kandé-Kansou. Son avocat revient dans ce 20h sur les irrégularités notées lors du procès. Plus d'interdiction d'exportation des denrées vivrières. Une décision qui pourrait soulager les agriculteurs et commerçants. Les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Nouveau rebondissement dans l'affaire Akpona, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a mis en place une commission de vérification des projets mis en œuvre à Parakou. Ceci suite aux déclarations de l'ancien ministre de l'eau, de l'énergie et des mines lors de sa sortie politique. Qu'il vous souvienne qu'il a fait cas d'un civronnage de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Des précisions avec Samiratou Kassoumou et Jean-Marie Adeyemi. Les déclarations du ministre Akpona lors de sa sortie ont fait cas d'un siphonnage de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Lesquels fonds étaient destinés à alimenter la commune de Parakou en eau et en énergie électrique. Pour mieux cerner les contours de tels propos, le Haut Commissariat de la prévention à la corruption a mis en place une commission de vérification. Dans le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, au regard du dossier qui a alimenté la toile durant la semaine écoulée, a entendu agir. Et dans ce cadre, nous avons au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption mis en place une commission de vérification des différents projets, que ce soit dans le domaine de l'eau ou dans le domaine de l'énergie électrique, que ces différents projets qui ont été mis en œuvre de 2016 à 2025 dans la commune de Parakou, au fin d'identifier est-ce qu'effectivement il y a eu détournement, qu'est-ce qui s'est passé, de pouvoir nous fonder notre propre opinion par rapport au dossier, nous permettant vraiment d'agir dans un sens ou dans l'autre. Au vu de cette situation, un travail sérieux a été fait et le choix des experts suivant des critères très stricts. C'est un travail très laborieux, très scientifique et très sérieux qui engage la nation béninoise. Et de ce point de vue, le choix des différents experts a été fait suivant des critères très stricts de compétences, de qualification et d'expérience professionnelle. C'est pourquoi, si vous le permettez encore une fois, je peux revenir sur la composition de cette commission qui a été mise en place hier, qui a aussitôt démarré ses travaux. Nous avons au nombre des membres de cette commission, M. Alessandre Dagba, qui en est le président. On ne le présente plus, c'est un ancien inspecteur d'État. Il faisait partie de l'inspection générale d'État. Donc, quelqu'un dont l'expertise est très reconnue, très avérée. Nous avons également dans cette commission comme rapporteur, au poste de rapporteur, M. Eloge Francis Attade, qui est un expert en gouvernance. Nous avons également dans cette commission M. Moussa Machoudi, qui est un ingénieur génie électrique. Nous avons dans cette commission M. Guy Klegbaza, qui est ingénieur eau assainissement. Nous avons dans cette commission M. Dossou Kebo Assuris, qui est un analyste financier contrôleur de gestion, qui est membre. Nous avons M. Horace Adoukonou, spécialiste en passation des marchés publics. Et nous avons Mme Gracia Adjinakou, qui est spécialiste en suivi et évaluation. Donc les critères qui ont présidé, c'est les critères de qualification, de compétences et d'expérience professionnelle avérée. Donc c'est sur cette base-là que nous avons identifié, que ces différentes personnes-là ont été identifiées et ont été mises ensemble pour former la commission de vérification qui devra déposer ses rapports sous 4 semaines. À la question de savoir quelle sera la prochaine étape après les vérifications, voici ce qu'en dit le Haut Commissariat de la prévention à la corruption.
Les allégations du ministre peuvent s'avérer vraies, comme elles peuvent ne pas s'avérer vraies. Donc, au cas où cela s'avérerait vrai, les voies que nous donne la loi, que nous pouvons emprunter, existent déjà. Donc, selon les résultats que nous aurons découlant de cette commission d'enquête, de cette commission de vérification, nous allons pouvoir dénoncer aux juridictions, aux structures compétentes en la matière. Nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes pas une juridiction, nous sommes dans la prévention. Donc il s'agit au-delà de tout de voir quels sont les dispositifs qui ont été mis en place au niveau du ministère pour prévenir les cas de corruption éventuels au sein de ce ministère. Et au vu des résultats, nous verrons également comment nous allons pouvoir nous intéresser à d'autres secteurs dans les semaines et dans les mois à venir. Donc, il est déjà très clair que si cela s'avérait, la saisine de la criette s'avère incontournable. Et justement, cette mise en place d'une commission de vérification par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est saluée par Maître Renaud Agbodjo, conseiller juridique du Parti Les Démocrates. Il espère par ailleurs la manifestation de la vérité. Je suis heureux que le Haut Commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption se soit prononcé et décidé de mettre en place une commission d'enquête. C'était notre vœu, puisque le Parti Les Démocrates s'apprêtait à le saisir, le courrier étant déjà rédigé. Il y a 3 jours, sur un organe de presse de la place, nous avons annoncé que nous allions saisir le Haut Commissaire à la prévention et à la lutte contre la corruption. Donc c'est peut-être notre voix qui a été entendue. Ce n'est pas plus mal, mais nous pensons que nous attendons de voir ce que cette enquête-là va donner et nous souhaitons que cette enquête-là soit impartiale et aille véritablement dans le sens de la recherche, de la manifestation de la vérité et que cette enquête-là ne soit pas précipitée. Et ne soit pas surtout précipitée parce qu'on veut noyer le poisson. Nous espérons que le haut commissaire ne rencontrera pas d'obstacles dans son travail et que la lumière sera faite pour la satisfaction de tous les contribuables au budget national. Je l'annonçais dans les titres, hier s'est ouvert le procès de l'opposant Julien Kandé Kansou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Après des minutes de débat, le dossier est renvoyé au 14 octobre 2025. Cette première audience n'a pas permis de connaître le nom des plaignants. Reçu sur nos antennes, l'un de ses avocats est revenu sur certaines irrégularités notées. Suivez Maître Renaud Agbodjo sur Matin Libre politique. Le cas de M. Julien Kandé Kansou est un cas symptomatique de la restriction des libertés, de la liberté d'expression. Il lui est reproché d'avoir harcelé par le biais d'une communication électronique des autorités administratives de notre pays. Ces autorités n'ont pas été nommées et à ce jour, M. Julien Kandé Kansou demande à connaître qui sont ses plaignants juste pour leur présenter des excuses. Mais malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas encore eu droit à cette, je préfère dire faveur, parce qu'en réalité, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation pour la partie poursuivante de dire qui poursuit et pour l'accusé de savoir qui le poursuit et comment se défendre. Donc en réalité, nous ne sommes même pas mis dans les conditions de pouvoir nous défendre puisque nous ne savons pas qui nous poursuit. Parce que le procureur, en principe, selon notre code de procédure, poursuit à charge et à décharge. Monsieur Julien Kandé Kansou est un Béninois, il a 34 ans, c'est un poète, c'est un doctorant, il prépare un doctorat à la Flash. Et on peut le retrouver à tout moment, donc il offre toutes les garanties de représentation. La présomption d'innocence dit que le principe, c'est la liberté et l'exception, c'est la détention. Mais pourquoi à chaque fois qu'un leader politique de l'opposition qui est critique envers le pouvoir, lorsqu'il lui est reproché quelque chose, on ne peut même pas lui adresser une convocation préalable. Ce n'est pas ça le principe. Donc, quand on veut traiter les citoyens, il faut les traiter équitablement sur un pied d'égalité. Nous, au niveau de la défense, nous sommes 3, maître Victorin Fadé et nous-mêmes,
Maître Abalo Augustin. Nous sommes en état pour plaider le dossier, mais le parquet a demandé un renvoi pour la continuation des débats parce qu'il y aurait, semble-t-il, d'autres éléments, mais je ne pense pas que, au-delà de ce que nous avons vu, qu'il y ait encore d'autres éléments pour venir renforcer ou ce que M. Julien Kandé-Kansou a dit. Le cas de M. Julien Kandé-Kansou est un cas symptomatique. Le gouvernement béninois avait interdit le 8 mai 2024 l'exportation de nombreuses denrées vivrières comme le maïs, le mil, le sorgho, afin de contenir la flambée des prix sur le marché local. Cette mesure, prise dans un contexte de production nationale suffisante, mais d'exportation incontrôlée, visait à garantir l'accès aux vivres des ménages béninois. Aujourd'hui, cette décision n'est plus en vigueur et va permettre aux agriculteurs et commerçants de jouir pleinement de leur labeur. Docteur Bertin Korovi a plaidé pour la levée de cette interdiction. C'est à juste titre qu'il s'exprime au micro de Matin Libre TV. Il y avait eu un arrêté ministériel qui a été pris le 24, ou plutôt le 23 juin 2024, interdisant l'importation de vivriers, c'est-à-dire manioc, maïs et j'en oublie, et leurs dérivés. Le ministre a été obligé de prendre cette disposition parce que les Béninois criaient qu'il n'y avait plus de gari chez nous, que tout était cher, le maïs cher, l'haricot cher, etc. Donc la disposition a été prise, était limitée dans le temps pour 6 mois. Ainsi donc, depuis le 24 janvier 2025, il n'y avait plus aucune raison pour que la police, la douane, arrête quiconque qui transporterait de vivriers vers le Nigeria, vers le Niger, vers le Burkina, vers le Togo. Il s'est trouvé malheureusement que les policiers n'ont pas tenu compte du fait circonstanciel et limité dans le temps de cet arrêté-là du ministre. Et le ministre a dû taper du poing sur la table pour rappeler que sa disposition avait déjà pris fin et que c'était illégal de continuer d'arrêter nos parents qui transportaient du vivrier. Alors moi je suis heureux que cela ait été fait parce que j'étais là à critiquer le ministre du Commerce, à critiquer aussi la douane et la police parce qu'on avait de surplus de ces produits chez nous et c'est l'offre et la demande qui décident du prix. Les paysans n'avaient plus d'argent, leur production n'avait plus de valeur commerciale. Il était temps qu'on trouve d'autres marchés pour qu'ils vendent et que le marché s'équilibre. C'est une bonne chose. C'est dans une correspondance en date du 23 juillet que le secrétaire général adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce a informé la fin de cette interdiction au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'information encore inconnue du grand nombre peine à faciliter les affaires des concernés. L'information sur l'arrêté qui permet aux commerçants de faire évacuer leurs produits hors maintenant du territoire national est en train de passer. Mais la dernière fois, il y a un commerçant qui avait appelé depuis Malanville, qui s'était approché, je crois, de la douane et que les douaniers avaient estimé ne pas encore avoir l'ordre ou ce document-là. Mais avant-hier, il y a un agriculteur qui me disait qu'il a écouté ça à la radio Paraco, l'une des radios locales en a parlé, comme quoi le ministre a pris un arrêté pour permettre à ceux qui avaient encore des vivres comme maïs et autres, en dehors bien sûr du soja et du cajou, qu'ils ont la liberté maintenant de les faire vendre n'importe où ils trouveront des acheteurs. Donc l'information passe, l'information est en train d'aller maintenant au niveau de beaucoup de personnes. À présent, hors de nos frontières, au Togo, au moins 7 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors des récentes manifestations antigouvernementales à Lomé. Ceci est le résultat du premier décompte que des groupes civiques ont communiqué dimanche dernier aux médias. Plus de précisions dans ce récit.
La capitale togolaise est depuis quelques jours le théâtre de violentes protestations populaires. Ces manifestations sont contre la répression des voix critiques, la hausse des prix de l'électricité et une réforme constitutionnelle qui consolide le pouvoir du président Faure Gnassingbé. Une situation qui ne laisse personne indifférent. Son vieux avait fait plus de 38 ans au pouvoir. Le fils est arrivé, prend son relais. Il a fait 4 mandats, 20 ans. Donc, à un instant, il doit laisser le pays libre, pour qu'il fasse une élection à la transparence. Bon, lui-même, le pays, comme c'est un truc de royauté, il ne faut pas faire jusqu'à 20 ans. Et du 20 ans plus 38 ans avec 58 ans, fils et papa, c'est révoltant. Le fait que le président qui est là actuel, il décide de rester si longtemps, bon, il faut faire quelque chose pour qu'il parte. Il faut faire quelque chose pour qu'il quitte le pouvoir pour qu'un autre vienne. Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que ça existait depuis longtemps? Ça n'existait pas. Mais ce n'est pas maintenant que la population va se lever pour dire que forcément, il faut qu'il quitte le pouvoir, Ce n'est pas la faute de la population, parce qu'ils ont décidé qu'il y a une élection transparente. Toi, un président, tu votes une loi à l'Assemblée, parce que l'Assemblée est en ta main. Et c'est ce que toi tu dis, ça passe à l'Assemblée. Et maintenant, il n'y a plus d'élection pendant ces mandats-là. Donc il peut faire plus de 60 ans, il peut mourir sur le pouvoir. Les groupes de campagne et les organisations de défense des droits ont dénoncé les abus commis par les membres des forces de sécurité et des milices togolaises, déclarant que 7 corps avaient été repêchés dans les rivières de la capitale. Ce n'est pas comme ça qu'il devrait faire. Ce n'est pas se lever contre l'État, parce que l'État qui est là, il mérite le respect d'abord. Il faut respecter son président. Ça va t'amener à bien agir. Mais si le manque de respect est là, tu ne pourras pas bien agir. Donc je ne trouve pas ça que c'est une bonne idée de se lever contre l'État, contre le président qui est au pouvoir. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut éviter tous ces problèmes-là. Que la CEDEAO et l'Union africaine n'ont qu'à voir cette situation. Qu'ils n'ont qu'à laisser le pays, parce que c'est le peuple qui a l'élection. C'est le peuple qui t'a mis là. Il faut pas que tu as le pouvoir, tu fais ce que tu veux, on tape la population, on fait tout. Finalement, il doit arriver à la table de négociation avec l'opposition qui fasse une élection à la transparence. Le Togo, moi j'étais au Togo, c'était à Chola, c'était à Togo en temps, mais quand on va changer de Togo, moi j'ai quitté le Togo. Il n'a qu'à avoir la population et dit pendant, maintenant je vous écoute. Je fais une élection et quelqu'un vient prendre le pouvoir et je m'en aille. Sans ça, le Togo a toujours des problèmes. Et de plus de 60 arrestations de jeudi à samedi selon les associations. Pour l'instant, les autorités togolaises n'ont fourni aucun bilan officiel. Elles ont plutôt nié que ces décès soient liés aux troubles. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour ne manquer aucune information.